J'invoque les puissances supérieures d'une autre réalité pour qu'elles me montrent ton destin. Regarde maintenant dans cette boule de cristal et tu le verras. Ouh, dit une vieille dame portant un costume étrange. Et tu réponds, désolé, mais comment fonctionne votre précognition? Y a-t-il une approche scientifique? Je voudrais juste comprendre l'algorithme. L'algorithme est très simple, mon garçon. Tu me donnes 10 € et je te parle de ton destin, répond la vieille voyante. Tu insistes. Mais qu'en est-il de la méthode scientifique? Et elle renchérit, c'est de la magie, il n'y a pas de méthode scientifique. En réalité, il y en a bien une. Le professeur de psychologie Daryl Bem a réussi à prouver que la prédiction est réelle. En 2011, il a publié un article scientifique sur le sujet, mais d'autres scientifiques l'ont ridiculisé. Ils ont qualifié son travail de honteux et ne pouvaient pas croire qu'une revue scientifique réputée l'avait publié. Ont-ils eu raison de le condamner de la sorte? Essayons de découvrir la vérité. En 1946, John Godley, étudiant à l'université d'Oxford, a fait un rêve dans lequel il lisait une liste de chevaux gagnants dans un journal. Le lendemain, il a acheté ce journal. Il a découvert que 2 chevaux nommés Bindal et Juladin allaient participer à une course à venir. Or, ce sont précisément ces noms qu'il avait vus dans son rêve. Il en a parlé à ses amis et ils ont décidé de parier beaucoup d'argent sur les 2 chevaux, qui ont fini par remporter la course. Dans cette histoire, nous voyons cette prédiction comme une sorte de magie ou de don surnaturel. Quelque chose de bizarre que nous ne pouvons pas comprendre. Mais que se passe-t-il si nous examinons cette histoire d'un point de vue scientifique? Pour ce faire, il faut changer un peu notre façon de penser. La précognition est la capacité de voir les événements futurs avant qu'ils ne se produisent. Mais que se passe-t-il si nous ne considérons pas le temps de façon linéaire? En tant qu'être doté de 5 sens, nous percevons le temps comme un flux unique qui avance. Mais en fait, le temps peut se courber et changer. Dans sa théorie de la relativité, Einstein a prouvé que le temps ralentit dans des conditions de vitesse extrême ou de gravité colossale. Une personne qui vole dans un vaisseau spatial à une vitesse proche de celle de la lumière subit une dilatation du temps. Elle ne ressent rien d'inhabituel, mais son temps ralentit par rapport au temps de ceux qui ne se déplacent pas aussi vite. De même, à côté d'un trou noir, le temps se déplace plus lentement. Imagine que notre esprit peut percevoir le temps à la fois de façon constante, comme il le fait actuellement pendant que tu regardes cette vidéo, et aussi dans le sens inverse ou au ralenti. Nos sentiments et notre perception du monde peuvent faire un saut dans le temps et revenir en arrière. Ainsi, nous pouvons ressentir ce qui se passera dans le futur. Mais tu n'arrives peut-être pas encore à saisir ce concept. Alors penchons-nous sur les expériences de Daryl Bem, qui font partie de son étude intitulée « Ressentir le futur ». Il a connecté plusieurs capteurs à la tête et au bras d'un sujet, afin de détecter le pouls et les changements magnétiques dans son cerveau. L'appareil fonctionnait sur le principe du détecteur de mensonges. Ensuite, le sujet a regardé un diaporama d'images ordinaires sur un écran. Par exemple, la personne a vu un paysage de montagne, un feu de camp, un cheval, un journal, un livre ouvert, et puis, boum! L'écran a montré une image vraiment choquante. Par exemple, une vieille femme effrayante avec des cheveux ébouriffés, des yeux blancs et de longs bras. À ce moment-là, l'appareil a enregistré une explosion d'émotions. La réaction du sujet à une image inattendue. Puis l'écran a de nouveau montré des images, une télévision éteinte, une tasse de thé, un nuage, et boum! Une autre image choquante. Et le cerveau du sujet a de nouveau réagi à cette image. Rien d'inhabituel à première vue. Mais le professeur a découvert que le cerveau humain commençait à réagir aux images choquantes avant même qu'elles n'apparaissent à l'écran. À un certain niveau d'intuition, le corps du sujet semblait les prédire avant que l'ordinateur ne décide quelle image montrer. Tu as peut-être déjà vécu quelque chose de similaire. Tu sais quand ton intuition te dit que quelque chose ne va pas. Tu te sens mal à l'aise et tu t'attends à ce que quelque chose de grave se produise. Et ce n'était que le résultat d'une seule expérience. Dans une autre, Daryl Bem a montré que la mémoire pouvait fonctionner dans une autre direction. Imagine que tu te prépares à un examen, mettons sur l'histoire de la littérature mondiale. D'abord, tu lis des articles sur le sujet et tu écris les dates et les noms des auteurs. Tu essayes de mémoriser et de structurer ces informations dans ta tête. Tu entraînes ta mémoire pour que plus tard, le jour de l'examen, tu puisses montrer le résultat de cette préparation. Lorsque tu passes l'examen, ton cerveau se souvient des événements du passé, lorsque tu te préparais à l'examen. Imagine maintenant que ton cerveau puisse prendre des informations du futur. D'abord, tu te présentes à l'examen et le lendemain, tu commences à t'y préparer. C'est assez ahurissant, mais le professeur a prouvé que la capacité du cerveau à saisir des connaissances dans le futur était possible. Il a montré à un groupe de plusieurs personnes une grande liste de mots complètement différents.
Les gens ont fixé la liste pendant quelques secondes. Puis le professeur leur a demandé d'écrire sur leur feuille de papier autant de mots qu'ils se rappelaient. Lorsqu'ils ont terminé, ils ont rendu leur feuille au professeur. Ensuite, un ordinateur a choisi au hasard 10 à 20 mots dans la liste que les sujets avaient vus. Puis tous les sujets ont commencé à faire des exercices avec ces 10 à 20 mots choisis, comme écrire des textes ou exécuter des tâches logiques. Ainsi, les gens se sont souvenus de tous ces mots après avoir fait les exercices. Ensuite, le professeur a regardé les feuilles que les participants lui avaient données au début. Il a alors constaté que la plupart des gens avaient écrit les mots mêmes avec lesquels ils avaient fait les exercices. Autrement dit, leur cerveau semblait avoir su à l'avance quels mots ils allaient devoir utiliser plus tard. Certes, cela aurait pu être une coïncidence, mais le professeur a calculé que la probabilité d'une telle coïncidence était d'environ 1 sur 74 milliards. En fait, cela a prouvé que la mémoire pouvait fonctionner dans le sens inverse. Mémoriser dans le futur améliore le résultat dans le présent. Mais cela ne signifie pas que si tu apprends à jouer aux échecs dans le futur, tu seras capable de battre quelqu'un maintenant, ou que tu seras capable de conduire une voiture avant d'obtenir ton permis de conduire. Ces actions sont à trop grande échelle. En plus de ces deux expériences, le professeur en a mené plusieurs autres et a publié les résultats dans une revue scientifique de référence. Le monde scientifique a commencé à débattre de cet article. De nombreux médecins et psychologues n'ont pas pris ce travail au sérieux. Mais malgré cela, environ 270 scientifiques de 17 pays différents ont décidé de répéter les expériences du professeur Bem. Ils ont donc réalisé le test de mémorisation inversé 3 fois. Et les 3 tentatives ont montré que le cerveau humain ne pouvait pas faire de preuve de précognition. Puis, les scientifiques ont répété toutes les expériences et en 2015 ont publié un rapport. Il s'est avéré que seuls 36% des tests répétés avaient réussi. Mais cela n'a pas totalement discrédité le travail du professeur. Ces expériences répétées ont conduit la communauté scientifique à ce que l'on appelle la crise de la reproductibilité. Imagine que tu aies mené une expérience compréhensible et que tu aies publié ses résultats. Tu as tout fait correctement et personne ne peut contester les résultats de ton expérience. Mais ensuite, quelqu'un d'autre la répète. Et les résultats s'avèrent être différents. Pourquoi cela se produit-il? Pourquoi de nombreuses expériences psychologiques bien connues ne peuvent-elles pas être reproduites? Certains scientifiques blâment l'incompétence des autres participants. Parfois, les experts ne respectent pas les conditions de l'expérience. Mais de nombreux scientifiques s'accordent à dire que la raison est liée aux personnes. Les Occidentaux ont une mentalité donnée. Les habitants des pays méridionaux sont assez différents. Ces différentes visions du monde et cette perception de la vie forment des modes de pensée différents. Toute cette diversité met en doute de nombreux travaux scientifiques sur la psychologie. Si tu es un scientifique et que tu veux mener une recherche quelconque, tu dois d'abord faire un pré-enregistrement. Avant de commencer l'expérience, tu dois écrire ce que tu vas faire, fournir des hypothèses et noter comment tu vas analyser les données que tu vas collecter. Tu rapportes les résultats qui prouvent ta théorie, mais ces résultats te privent de la possibilité de voir plus large. Cette méthode semble dépassée dans la crise actuelle de la reproductibilité. Désormais, les scientifiques et les médecins doivent trouver quelque chose de nouveau et créer une nouvelle base pour la recherche scientifique. En attendant, tu peux toujours essayer de découvrir dans tes rêves le prochain vainqueur de la Coupe du Monde.